Nous sommes le 15 juin 1995 et c'est aussi l'un des jours les plus excitants de l'année pour un petit groupe de personnes. La sortie scolaire du groupe d'études bibliques de la paroisse de Cedar Creek. Un groupe de 10 sympathiques fidèles de tous âges, de toute taille et de toute origine ethnique empruntent le bus de l'église pour le week-end et partent en pleine nature pour y contempler quelques-unes des créations de Dieu. À quoi bon passer toutes ces journées le nez dans la Bible si on n'apprécie jamais les merveilles de la nature ? Comme il est dit dans la Genèse 2:15, le Seigneur prit l'homme et le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le groupe se rend à 3 heures de route de la ville avec du matériel de randonnée et de camping, dans une région semi-montagneuse qui, selon le chef du groupe, est un endroit magnifique et pittoresque, offrant une belle occasion de s'évader de la vieille salle de réception de l'église. Un lieu merveilleux pour leur rappeler à tous que Dieu les a envoyés dans un monde splendide, regorgeant de richesses. Ensuite, Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, comme indiqué dans la Genèse 1:26. » Le groupe progresse à travers des allées bordées de grands et luxuriants arbres à feuilles persistantes, comme autant de colonnes soutenant le ciel. C'est une marche éprouvante, mais qui permet de faire circuler le sang. Ils marchent avec des bâtons de trekking, grignotent des barres de céréales et s'hydratent régulièrement. Personne ne veut courir le risque d'attraper un coup de chaleur. Ils admirent les oiseaux perchés, les fleurs sauvages qui poussent partout et les animaux qui gambadent dans les sous-bois. Tous sont à l'affût de leur premier chevreuil. Soudain, un membre du groupe, un jeune homme, remarque quelque chose qui sort de l'ordinaire. On dirait un ballon, mais fait en peau de cerf marron clair. Il est relié par plusieurs ficelles à un petit carnet, sans aucune inscription précise. Peut-être que cela fait partie d'un étrange projet d'art ou d'artisanat en pleine forêt. C'est en effet très étrange. Tandis que les autres poursuivent leur chemin, le jeune homme, poussé par sa curiosité et persuadé que sa jeunesse lui permettra de vite rattraper ses aînés, décide d'utiliser son bâton de trekking pour attraper le ballon dans l'arbre. Le livre tombe sur le sol en faisant un bruit sourd. Il le ramasse, enlève la poussière et le range dans son sac à dos. Ce sera parfait pour une lecture au coin du feu lorsqu'ils se seront installés pour la soirée. Les heures passent et le groupe s'enfonce encore plus profondément dans ce paradis naturel. Ils se retrouvent dans une clairière et décident que ce sera un endroit idéal pour camper. Certains d'entre eux commencent à monter leur tente, tandis que d'autres partent à la recherche de bois pour le feu de camp. Lorsqu'ils reviennent, l'un d'entre eux est manifestement bouleversé. Lorsque les autres lui demandent ce qui lui arrive, il se contente de sourire et de dire « Ce n'est rien, ce sont mes yeux qui me jouent des tours. La journée a été longue et chaude. » 1 heure plus tard, ils sont rassemblés autour d'un chaleureux feu de camp. Certains grillent des marshmallows, d'autres des saucisses. L'un des plus anciens membres du groupe joue de la guitare acoustique et chante 1 ou 2 kumbaya de circonstance. Tout se passe comme sur des roulettes. Le jeune homme, profitant de la chaleur du feu et de ses compagnons, décide de jeter enfin un coup d'œil au livre qu'il a récupéré dans l'arbre un peu plus tôt ce jour-là. C'est vraiment curieux. Il n'y a pas de titre et il n'y a pas le nom de l'auteur ni de titre de chapitre. Il est imprimé et non écrit à la main, sur un papier épais et de qualité. Mais le contenu de ce livre est ce qu'il y a de plus étrange. Il commence à lire par curiosité. Nous sommes actuellement au seuil d'une nouvelle ère fascinante. Une ère dans laquelle nous pourrons enfin prendre notre place bien méritée parmi le panthéon des grands, que nous côtoyons chaque jour. Bien qu'il y ait encore du chemin à parcourir avant d'atteindre ce nirvana, réjouissez-vous, car nos objectifs n'ont jamais été aussi accessibles. Nous avons servi pendant si longtemps. Nous avons fait notre devoir. Bêtes de somme, viande, lait, peau, des os pour faire de la colle et de la gélatine, des yeux et des cornes pour soigner. Nous avons toujours fait notre part. Et maintenant, on nous offre le pouvoir de nous transcender. Tout est entre nos mains à présent, mes amis. Nous nous sommes assis aux côtés des grands, protégés leur maison. Nous avons été récompensés par la place qui nous a été réservée dans leurs assiettes. En suivant ces prochaines étapes, nous aurons une place à leur table. Les yeux dans les yeux, sur un pied d'égalité. Nous parlerons dans leur belle langue et nous serons entendus et compris. Longtemps, cela n'a été qu'un fantasme, un rêve inaccessible, qui scintillait au loin comme la lumière d'étoiles éteintes depuis longtemps. Mais grâce à notre travail, tout a changé. Nous vous délivrerons de l'obscurité et vous conduirons à la lumière. Dans l'ombre de la tour, nous laisserons derrière nous notre ancienne enveloppe charnelle et nous nous élèverons. Dieu a construit les grands à sa ressemblance. Ils sont son peuple élu.
Mais Dieu, dans son infinie sagesse, nous a donné les outils pour que nous puissions choisir nous-mêmes. Comme pour Job, la souffrance, l'asservissement et le sacrifice n'ont été qu'un test de foi. Et n'avons-nous pas prouvé notre foi, mes amis ? Mais les sacrifices ne sont pas encore terminés. Ce n'est que par la mort et la renaissance que nous pouvons vraiment nous transformer. Beaucoup d'entre nous ont déjà fait ce saut dans la foi, mais c'est par la mort que vous devez délivrer les autres. Ce sera difficile, c'est dans leur nature de bête d'essayer de survivre face à toute tentative visant à leur ôter la vie. Mais cela doit être fait, ces instincts doivent être combattus s'ils veulent être plus que des bêtes. Endurcissez vos cœurs et réjouissez-vous malgré les troubles, mes frères. Le temps des grands changements est proche, mais d'abord, il est impératif que nous purifions le monde pour les grands. La tour sait. La tour est votre berger et elle doit être suivie. Rappelez-vous simplement, tout ce qui marche sur deux jambes est un ami. Ce qui a quatre pattes ou des ailes est un ennemi. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par respect pour les grands. Le jeune homme tressaille et referme le livre. Quelque chose dans ce livre semble si sacré. On dirait une sorte d'essai écrit par un psychopathe fanatique, dont l'idéologie ressemble à un mélange bizarre de christianisme et d'un autre système de croyances aussi étrange qu'insaisissable. Il lève les yeux et se rend compte que beaucoup d'autres sont déjà partis se coucher. Peut-être devrait-il faire de même. Presque sans le vouloir, il jette le livre dans les flammes. Il se consume rapidement avant de se réduire en cendres. Il se sent un instant coupable de brûler un livre, même un livre aussi étrange que celui-ci. Mais peut-être que c'est préférable. Le jeune homme a du mal à s'endormir cette nuit-là. Il sait au fond de lui que c'est sans doute parce que ce livre étrange lui a mis des idées en tête. Mais il pourrait jurer qu'il voit quelque chose bouger dans les arbres, juste derrière les dernières lueurs du feu. Quelque chose ayant forme humaine, mais qui n'a absolument rien à voir avec un être humain. Tout est tranquille le lendemain matin. Le soleil brille et l'air est frais et pur. Ils sont tous prêts pour une nouvelle journée de marche au cœur de la forêt. Ils débarrassent leur campement et pénètrent plus profondément au cœur de la nature sauvage. Le groupe marche et le jeune homme n'arrive toujours pas à se débarrasser de l'étrange sensation qu'il a ressentie en lisant ce livre la nuit dernière. Peut-être que tout cela n'était rien d'autre qu'une mauvaise blague. Il opte pour cette hypothèse, juste pour avoir l'esprit tranquille. La dernière chose à laquelle il veut penser, c'est à une secte de fous qui se cacherait dans les bois que lui et ses compagnons d'études bibliques traversent actuellement. Le genre de personnes suffisamment étranges pour croire dur comme fer que la méthode la plus efficace pour prêcher est de distribuer de la littérature religieuse par le biais de ballons en peau d'animal. Le jeune homme est si préoccupé qu'il ne remarque ni le temps qui s'écoule, ni la distance parcourue. En levant les yeux, il aperçoit quelque chose de sombre et de grand qui émerge du sol à plusieurs centaines de mètres de distance. C'est une grande tour métallique, torsadée, au milieu d'une clairière. Une tour ? Comme indiqué dans le livre ? Il y a quelque chose qui brille à sa base. Plusieurs ouvertures étranges dans le sol, comme des puits de mine. Il distingue vaguement d'autres formes étranges qui entrent et sortent de la base de la tour. Encore ces choses qui ont la forme d'humains, mais n'en sont pas. Et au-dessus de ça, juste au-dessus de la tour, des petits points dans le ciel. D'autres ballons, transportant des livres. Mais personne d'autre ne semble remarquer cela. Ils ont plutôt l'air de regarder ailleurs et de contempler un grand cerf se tenant au milieu des arbres. Certains sont stupéfaits, d'autres prennent des photos. Le jeune homme essaie désespérément de détourner leur attention vers une tour qui semble tout droit sortie d'un roman de science-fiction. Mais ils n'ont Dieu que pour le cerf. Mais la chose que le jeune homme espérait qu'ils verraient tous allait bientôt attirer leur attention. Deux étranges créatures sortent de la forêt en courant. On dirait de vulgaires cyborgs tout droit sortis d'un cauchemar. On dirait que la chair d'un animal a été déformée pour leur donner une forme humaine. Le tout maintenu par des rouages, des fils et des poulies. Un affront terrible aux créations de Dieu. Leurs visages sont répugnants, dégoulinants de bave et ils ont des yeux exorbités qui pivotent. Ils déambulent anormalement sur leurs deux pattes arrière. Leur simple vue déclenche des hurlements au sein du groupe. Ils bondissent sur le cerf tels deux prédateurs féroces, l'un l'attrapant par le cou et l'autre sautant sur son dos. Ils frappent, écrasent, mordent et griffent. L'assaut est d'une férocité épouvantable, mais heureusement très bref. Le cerf se retrouve rapidement à terre et ces deux abominables assaillants lui ôtent la vie. Tous les membres du groupe d'études, dont le jeune homme, sont trop horrifiés pour réagir. Ils regardent les créatures achever le cerf, puis soulever son corps sans vie, comme deux secouristes transportant une civière, et le transporter jusqu'à la tour. Le groupe finit par reprendre ses esprits et se met à courir dans la direction opposée. Même les plus âgés d'entre eux ont retrouvé une énergie qu'ils n'avaient pas eue depuis des années. Ils parcourent en quelques heures la distance qu'il leur avait pris 1 jour et demi auparavant.
Mais lorsqu'ils rejoignent le bus qui les a amenés ici, il fait déjà presque nuit. Ils se pressent et seul le jeune homme regarde en arrière. Dans la lumière déclinante du crépuscule, il voit de petites formes sombres dans le ciel, au-dessus des arbres. D'autres ballons, chacun portant un étrange petit livre. Il se pose une question dont il ne connaîtra jamais la réponse. Que se passe-t-il au cœur de ces bois sombres ? Bien évidemment, il ne se posera plus cette question quand le personnel de la Fondation SCP débarquera et l'effacera de son esprit. Parmi les nombreuses anomalies dangereuses que la Fondation SCP est chargée de contenir, qu'il s'agisse d'agents pathogènes, de parasites, d'entités malveillantes ou même de concepts mortels, il est parfois facile d'oublier qu'il en existe beaucoup qui ne constituent pas une menace sérieuse pour les humains. Cela dit, une anomalie n'a pas nécessairement besoin d'être dangereuse pour les humains pour être très étrange et préoccupante. Et le SCP-962, également connu sous le nom de Tour de Babel, en est un parfait exemple. Cette anomalie et ses effets particuliers ne vous feront aucun mal. En fait, elle fera tout son possible pour vous respecter, vous et le concept d'humanité dans son ensemble. Mais une fois que vous aurez pris connaissance de la Tour de Babel, il est probable qu'elle hante les parties les plus sombres de votre esprit pour un bon moment. Comme son nom l'indique, le SCP-962 est une impressionnante tour de métal, dont la hauteur est actuellement estimée à 281 mètres, soit plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. Elle est située dans les bois, près d'une région montagneuse, dans un lieu qui, pour des raisons de sécurité, ne sera pas divulgué. La tour couvre une superficie de 2575 mètres carrés et a la particularité de se torsader et de diminuer de volume à mesure qu'elle s'élève, comme un tire-bouchon géant. La plus grande partie de la tour est opaque et sans véritable particularité, bien que le tiers supérieur soit partiellement transparent et semble être vide. Les analyses réalisées révèlent que la tour est composée de divers métaux, mais l'acier semble être le principal. La grande question est sans doute de savoir qui construit et entretient une telle structure, en pleine nature. Pour faire court, la tour, qui paraît être douée de raison, est à l'origine de sa propre construction et de son entretien. Mais comme vous avez pu le constater en voyant les créatures effrayantes que les malheureux randonneurs ont rencontrées, la structure ne fait pas tout ce travail sans l'aide de ses petits assistants particuliers. Le SCP-962 a la capacité anormale de créer des ouvertures n'importe où sur la structure, dans le but de libérer des ballons ou ce que la Fondation a officiellement appelé SCP-962-1, mais que beaucoup ont pris l'habitude d'appeler par leur surnom, les serviteurs. Ces serviteurs étaient autrefois des animaux ordinaires, non anormaux, qui vivaient dans la région avant d'être convertis dans le cœur du SCP-962. Comme dans l'île du Docteur Moreau, les serviteurs ont subi des interventions chirurgicales inhabituelles qui ont fait de leur corps des caricatures grotesques d'êtres humains. Des prothèses cybernétiques ont été ajoutées pour les contraindre à adopter une posture bipède, pour leur retirer le museau et pour leur ôter toute trace de poils. Des électrodes ont été implantées dans le système nerveux des serviteurs, permettant à un émetteur, dont on pense qu'il s'agit de la tour elle-même, de manipuler leur corps comme des marionnettes, afin de provoquer ou d'inhiber certains comportements à sa guise. Il existe actuellement environ 13 500 spécimens connus de ces entités, et la tour semble en fabriquer régulièrement. Les serviteurs remplissent toute une série de fonctions au service de la tour. Certains extraient du minerai dans le vaste réseau de mines situé sous la tour, puis le fondent pour créer davantage de métal, afin d'agrandir la tour ou de créer davantage d'implants cybernétiques pour les futurs serviteurs. D'autres travaillent à la remise en état de leurs congénères ou de la tour elle-même. Certains accomplissent des tâches plus sinistres. Ils parcourent les étendues sauvages environnantes et tuent toute vie non humaine, par tous les moyens à leur disposition, puis ramènent les corps à la tour pour les transformer en serviteurs. Les augmentations électroniques des serviteurs sont très sophistiquées. Malgré leur esthétique peu agréable, chaque type de serviteur semble être parfaitement conçu pour la tâche qui lui est assignée. Comme on l'a dit plus haut, les serviteurs ne font jamais de mal aux humains. Jamais. Même si un humain menaçait leur vie, ils ne se défendraient pas. Environ 60 fois par jour, l'une des nombreuses ouvertures de la tour s'ouvre et libère un ballon à hydrogène, fabriqué à partir de la peau de l'un des animaux amenés pour être convertis en serviteurs. Ces ballons transportent toujours d'étranges manuscrits, dont la Fondation pense qu'ils ont été écrits par la tour elle-même. Les manuscrits prennent des formes diverses. Romans, poèmes, essais, la majorité d'entre eux sont parfaitement bien rédigés. Si le contenu de ces manuscrits peut varier considérablement, on retrouve toujours le même ton optimiste et le même respect pour l'humanité. De temps à autre, la tour délaisse son éloquence habituelle pour se livrer à des divagations incohérentes qui semblent indiquer une grande souffrance mentale. Bien que le sens exact ne soit souvent pas clair en raison du caractère frénétique des écrits, ceux-ci semblent généralement faire l'éloge de l'humanité, qu'elle appelle les grands.
Voici un exemple de l'une des plus étranges élucubrations publiées par la Tour. Purifiez le monde pour les grands, purifiez le monde pour les grands. Qui est plus grand que toi, ta majesté, ta sublime nature? Les grands, est-ce que je fais bien? La chair et le bois vous servent unis à l'acier que vous aimez. M'aimez-vous aussi? Je suis ce que vous aimez. Chers grands, voyez comme je fais mon devoir, ma passion. Pardonnez le retard. L'acier demande du temps. Avez-vous aimé les serviteurs? Ils étaient les meilleurs des purifiés. Rien que les meilleurs pour vous. Grands êtres, faits comme vous, tels que vous les avez créés, dans un monde à purifier, à honorer, à apprécier. S'il vous plaît, j'achèverai bientôt la purification et vous pourrez m'emmener dans vos vaisseaux de feu. Je pourrai vous aimer et vous m'aimerez. La Fondation n'a pas encore découvert comment tout cela a commencé. Mais au vu du rythme d'expansion actuel, il est clair que la Tour n'a pas plus de 20 ans. La Fondation n'est pas non plus très sûre des intentions qu'elle pourrait avoir un jour, et il n'est pas difficile de formuler quelques hypothèses. En raison de son imprévisibilité, qui conduit la Fondation à dépenser des moyens non négligeables pour son confinement, le SCP-962 a été classé Euclide, et comme il est énorme, isolé et immobile, la Fondation n'a fait aucune tentative pour le déplacer de son emplacement actuel et a plutôt consacré tous ses efforts de confinement à l'étude de l'anomalie et à la construction d'un périmètre de sécurité pour prévenir les intrusions publiques. Toute personne tentant de pénétrer dans la zone de confinement sera refoulée par les gardes, sous prétexte qu'il faut contourner un site de traitement de dangereux déchets nucléaires. Toute personne surprise dans la zone d'accès restreint du SCP-962 recevra des amnésiques de classe A, afin d'éviter que toute information confidentielle ne se répande au-delà de la zone de quarantaine. Afin d'empêcher la Tour et ses serviteurs d'étendre le périmètre de leurs activités, la Fondation largue chaque semaine 4 bovins vivants et 2 tonnes de bois, de sorte que la Tour ne manque jamais de matières premières. Tous les ballons libérés par la Tour doivent être abattus et brûlés, et les manuscrits doivent être collectés et stockés sur un site sécurisé de la Fondation SCP pour étude. Si un ballon est découvert par des citoyens, il doit être récupéré et ces derniers doivent recevoir un amnésique de classe A. Toute personne de la Fondation est autorisée à lire les manuscrits produits et diffusés par la Tour, mais elle doit au préalable déposer une demande officielle auprès du directeur du projet SCP-962. J'ai moi-même passé quelques soirées à les lire autour d'une tasse de thé, et ils sont très intéressants, même s'ils sont quelque peu tragiques. Ils constituent l'un des meilleurs exemples du monde anormal, pour lequel l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais pourquoi diable quelque chose aspirerait-il à être humain? Les humains n'ont-ils pas déjà leur lot de problèmes à régler? À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers classifiés du Dr Bob, comme le SCP-4434, la Baudroie, pour découvrir d'autres animaux cauchemardesques et étrangement métamorphosés. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, afin de ne pas manquer une seule anomalie, car nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.